Bonjour à tous. Donc on va vous parler de la contextualisation chez Servier et des démarches que l'on fait avec les équipes de R&D de Vivo. Donc Vivo, c'est les tests sur les animaux en vue de faire des médicaments en test chez les êtres humains par la suite. Vitro, c'est la phase en amont où on teste dans des tubes à essai, en fait, dans des grands séquenceurs, différentes configurations pour ces médicaments prototypes. Et Omics, c'est tout ce qui est protéinomics, genomics, etc. C'est une discipline à part entière qui a 3 grandes branches, mais en gros, toutes ces disciplines de R&D ont besoin de contextualiser leurs données pour tout simplement faire mieux la recherche et développement chez Servier. Donc moi, c'est Christopher Arnold, je travaille à la Data Factory de Servier et je suis le data architecte de cette data platform. Et bonjour à tous, moi donc Geoffrey Cesbron et je suis data engineer sur la data platform. Donc Servier, en 2 mots, c'est un grand groupe pharmaceutique qui compte à peu près 22 000 employés, qui est présent dans 150 pays commercialement et à peu près 80 physiquement. Et ce qui caractérise assez bien Servier, c'est son leadership sur la tout ce qui est cardiovasculaire, d'une part, et notamment des percées récentes sur la partie oncologie, où on ambitionne d'être un leader et un player innovant. Sur tout ce qui est du coup recherche sur le cancer. Et on est gouverné par une fondation, ce qui fait qu'aujourd'hui on investit plus de 20% de notre bénéfice dans la recherche et développement. Donc c'est voilà en gros ce qui nous différencie dans le milieu pharmaceutique. Et côté ambition et stratégie, on a une stratégie à ambition 2030 qui repose sur 3 piliers. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, ça permet d'accélérer l'innovation thérapeutique d'une part en boostant la partie data IA et productivité de la R&D, mais aussi contribue au socle... l'écran est tactile, je me suis fait avoir. Ça contribue aussi au socle commun d'accélérer la création de valeur en utilisant de la data et de l'IA. Ce schéma, en fait, illustre notre vision long terme de cette approche de Knowledge Graph. Donc, on a créé ce qu'on appelle une Turing Knowledge Platform. Donc, Turing, c'est un petit clin d'œil à Alan Turing, et ça veut dire The Unified Reliable Information You Needed to Gather. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme sémantique qui repose sur des technographes sémantisés sur des ontologies. Ces ontologies sont créées en partenariat avec les business units, donc que ce soit des métiers de la R&D, de la gouvernance et des techs dont nous faisons partie. On récupère ces besoins et on structure la sémantique et la syntaxique attenante pour ensuite créer des ontologies. Ces ontologies, on les met en commun via de la synonymie et on obtient ce qu'on appelle un Business Information Model. Donc tout ça, c'est ce qui va être de l'ordre de la sémantique et de la plateforme Turing Knowledge Platform. Derrière, ce que ça permet de faire cela, une ontologie, c'est un schéma décrit structuré et du coup avec des balises qui nous permet d'enrichir notre partie gouvernance avec notre dictionnaire et data catalogue Data Galaxy. Concrètement, la partie glossaire, ça revient à documenter tout ce qui est de la partie concept et objet métier dans le data dictionnaire. Donc de façon automatisée, on est capable de récupérer ce qu'il y a dans les différentes ontologies et de le rendre cohérent avec la partie glossaire de notre data catalogue. Et en même temps, ces ontologies sont mappées à des assets data dans BigQuery sur notre data platform ou des éventuels buckets pour de la donnée non structurée. Ce qui nous permet en fait d'avoir une vraie vision bout en bout et un lineage complet, quasi automatisé, de par la description des métiers jusqu'à l'objet technique en fait, qui est l'asset in fine que l'on stocke dans nos bases de données. Donc cet outil Turing Knowledge Platform, il est complémentaire à tous ces outils qu'ont quasiment toutes les entreprises, que sont un outil de BI, donc dans notre cas c'est Power BI pour faire la data viz et la BI. Il y a tout ce qui est laboratoire d'exploration. Chez nous, on a une plateforme qui s'appelle Axe pour faire ces laboratoires d'innovation et aller plus loin que de la simple BI, principalement utilisée par la R&D. Et on a un autre outil qui se base sur des technos plutôt type Salesforce pour fouiller divers documents et projets
sur la partie R&D. Donc c'est ce qu'on appelle Federates ici. Donc la partie Turing Knowledge Platform pour l'exploration business sémantisée, elle complémente en fait tout ce package de business exploration qui existe déjà. Donc pour l'instant, ce qu'on va vous montrer par la suite, c'est à l'état de prototype, vu qu'on est on est en phase de négociation en fait pour la partie contractuelle. Donc c'est pour ça que je vais parler avec des pincettes, mais on va vous montrer l'état des travaux tels qu'ils sont actuellement. Ok, je vais prendre la suite. Donc ici, ce qu'on voit, c'est donc chez Servier, donc comme on l'a dit, on a différents projets. Donc par exemple Vivo, où on teste les médicaments sur les animaux. Donc on a nos systèmes sources. Et nous, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'information de ces systèmes sources sur GCP. Ensuite, sur GCP, on va travailler la donnée, l'enrichir, la transformer pour l'avoir sur BigQuery. Donc on la stocke sur BigQuery. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a, avec le métier, on va modéliser ces fameuses ontologies subjectives qu'on aura faites avec eux. Et à l'aide des informations des business views qu'on a donc dans BigQuery et de l'ontologie, on vient alimenter le graphe. Donc on a un knowledge graph, on aura à terme un knowledge graph par projet. Et l'idée, bien sûr, c'est de prendre ces knowledge graphs, de les intégrer dans la Turing Knowledge Platform. Et grâce à la synonymie, ils vont tous être interconnectés. Donc on aura un grand knowledge graph. Voilà. Tout en sachant qu'on va aussi récupérer des données, c'est ça l'avantage des triple store, etc. On a par exemple une base de données moléculaire qui existe déjà, on peut la récupérer telle qu'elle et l'intégrer dans notre graphe. Voilà. C'est bon. Donc le cœur du sujet, c'est aussi de ne pas dépendre de la structure technique sous-jacente dont parlait Guillaume tout à l'heure dans la première présentation. On ne veut pas que le métier se soucie de la technicité derrière. On veut qu'il manipule ce qui l'intéresse, l'information sous-jacente à tout ce qui est technique. Donc la démo qu'on va vous montrer par la suite, ça va dans un premier temps vous exposer cette pipeline step par step, comment on arrive à faire cette vision macro. On va vous présenter un peu plus le volet user interface pour le client final qu'on a prototypé avec Perfect Memory dans le cadre des POC. Et on va ensuite zoomer sur la partie GraphDB que l'on utilise pour la partie back-end et un premier prototype de RAG de type Graph as a Database. Ok, donc ici on a l'entière pipeline. Donc on commence ici par l'ontologie qui est dessinée sur Draw.io. Donc on vient retrouver toutes les entités. Voilà, donc là on a l'exemple ici. Si tu peux juste monter un tout petit peu. Tu veux que je dézoome ? Ouais, s'il te plaît. Tac. Hop. Voilà, intéressant. Donc là on a toutes les entités, les objets métiers, donc c'est l'ontologie. En noir, les liens directs qu'on retrouve dans la base de données d'ailleurs source. Et on a ces fameuses inférences en bleu, les règles métiers, ce qui pourra nous aider plus tard pour faire du search. Donc voilà, tout ce qui est en bleu. Voilà, donc ça c'est l'ontologie globale sur Vivo qui a été modélisée. Ensuite, on a un script Python pour simplifier la vie qui va lire le fichier, parce que donc, ce fichier c'est un fichier .draw.io, un script Python qui va le récupérer et qui va nous créer un fichier Turtle. Donc Turtle c'est le format de base pour les triple store. Donc ça c'est le fameux script. Donc voilà, c'est tout en Python. En gros, ça parse le document et on lui fournit du coup donc ce fameux UML Draw.io. On lui définit le namespace, les versions, etc. Et il nous sort voilà, le ontologie successful en N3, mais ça peut être Turtle, comme tu dis. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a ce fichier, on vient le prendre et le mettre dans Protégé, donc un logiciel, on va dire, de référence pour les modélisations d'ontologie. Et là, ce qui se passe, c'est que on va retrouver les différents objets et on vient le compléter avec les différentes définitions pour chaque objet, les standards, etc. Voilà, donc là, on complète l'ontologie. Donc en plus de cette ontologie-là, on va aussi décrire une ontologie méta, on va dire, qui est notre ontologie synonyme. Donc pour l'instant, vu qu'on n'a que Vivo qui est modélisé, on est en train de rechercher un peu comment bien le faire sur la durée.
Mais l'idée, c'est d'avoir du coup là le mapping par exemple de voilà le activity de Campbell, il est égal chez nous à Measure dans Vivo et de petit à petit mettre à jour et nous maintenir les techniciens cette partie-là validée par les métiers. Je vais remettre le PPT. Alors ensuite, ce qui se passe donc, pour alimenter le graphe, donc, on va récupérer les informations dans les business view à l'aide d'un mapping qui aura été fait, je sais pas, je vais montrer le Excel. Donc on a un mapping qui est fait où on vient récupérer tout ce qu'il y a dans les business view, les tables, donc ça c'est les tables de business view, les champs, etc., les types, et nous on vient dire dans quelle entité du domaine, dans quelle entité du graphe on aura l'information, avec quel nom, etc. On a les différents liens, etc. On va transformer ce fichier, avoir des fichiers de conf YAML. Bon, je le dis comme ça, ouais. Ça va être un peu loin à montrer, donc on aura, voilà. Et si tu peux remontrer la pipeline. Et en fait, après, on a du code qui a été fait en Python. En gros, donc c'est cette étape-là où on vient donc récupérer les informations, prendre l'ontologie, etc. Et donc là, on va faire notre mapping, ce qui va nous générer des fichiers Turtle qui contiennent donc les informations. Et voilà. Et donc après, avec ces fichiers Turtle, on les intègre dans GraphDB. Donc voilà, on les intègre dans GraphDB. Donc notre vision à terme, donc voilà, je vais prendre des pincettes parce que pour l'instant c'est que des prototypes ce qu'on va vous montrer là, et qu'il y a des phases de négociation en cours. Mais du coup notre vision cible c'est d'avoir une plateforme de fouille du coup qui s'appuie sur ce Triple Store et du coup ces assets data sémantisés. Donc le premier prototype que vous a montré rapidement Guillaume dans la présentation précédente, c'est l'idée de la vision cible que l'on a, c'est d'avoir une plateforme vraiment de fouille à destination des métiers qui est vraiment indépendante de cette partie data. Donc l'idée, voilà à quoi ça ressemble, c'est que comme sur Amazon, en fonction de ce que je recherche, par exemple si je cherche un loup là, dans ma base de données Vivo, je vais avoir que des choses qui matchent avec le loup. Et si je veux par exemple que des animaux dans mes tests sur les animaux, vous voyez les filtres se mettent à jour en fait en fonction de ce qui s'est affiché là. Si j'enlève le wolf, voilà, je vais avoir d'autres filtres qui ne sont pas forcément que liés aux animaux sur la droite. Donc l'idée, voilà, là par exemple j'ai choisi cet animal-là qui a ce matricule ici. Donc toute la donnée est fake, hein, c'était pour le prototype. Mais l'idée c'était, voilà, ça c'est des vraies catégories qu'on a dans le knowledge graph lui-même. Et l'idée c'est, voilà, on peut naviguer rapidement sur quel est l'animal group dans lequel il fait partie, quelle était voilà, l'étude non clinique sur laquelle on travaillait, on testait le paracétamol, c'était l'ID bidule. Voilà. On n'a pas besoin de maîtriser SQL, Sparkle, Cypher, je ne sais quel langage pour atteindre l'information qui m'intéresse, moi chercheur, qui fait de la biologie en fait. Donc une fois qu'on est capable de naviguer là-dedans, c'est beaucoup plus simple. Voilà, si je veux isoler voilà, que les éléphants, et éventuellement si je veux avoir des informations sur les éléphants que je n'avais pas forcément dans ma base de données interne, je peux la mapper avec de la synonymie, avec des bases de données externes. Donc là, c'est là où ce genre de plateforme met en valeur en fait, ces synonymies. C'est là, typiquement, c'est des données de DBpedia. C'est donc la partie structurée sous forme de graphe de type Wikipédia, on va dire. Donc ça, ce n'est pas des données de Servier, c'est des données que tout le monde peut accéder sur le web. Mais le chercheur, indifféremment, il va intégrer des informations dans la plateforme qui n'avait pas facilement en fait, accès auparavant. Il avait besoin de comprendre la syntaxe et tout le lien sous-jacent à cette plateforme. Donc l'idée, c'est de faire ça aussi avec Vitro, Omix, etc. Et indépendamment d'où vient la donnée, de pouvoir naviguer de proche en proche parmi les différents silos, sans s'en rendre compte, et avoir du coup les bonnes informations pour éviter de faire 2 fois une expérience sur un truc qui a déjà été fait, par exemple. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier prototype que l'on a de cette fameuse plateforme Turing. Et ensuite, on peut vous zoomer du coup plutôt sur la partie back-end GraphDB, ce sur quoi on travaille actuellement. Ouais, donc là on a mis des données fake, hein, voilà. Donc ici tu peux lancer. Donc on va rechercher par exemple une étude, on met son nom d'étude. Et là voilà, là par contre c'est les objets tels qu'on les a modélisés
dans Vivo. Donc par exemple, une étude non clinique qui a ce nom, qui est faite sur un animal group, qui possède tels animaux, et sur les animaux, il y a des samples qui sont pris, etc. Chose qui est importante, l'étude donc, est faite sur une target. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a intégré une partie de Campbell, donc une base de données moléculaire, un standard, et paf, là on a relié notre graphe, là on est Vivo, et maintenant on atterrit Campbell. Donc on a relié notre target Vivo à Campbell. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et donc là on a tout ce qui est Campbell. Campbell, c'est une base de données in vitro. Donc ça nous permet déjà d'avoir un premier pont avec la future verticale vitro, qui était la deuxième métier qu'on n'a pas encore structuré pour l'instant. Mais vu qu'on a déjà des synonymies avec un de leurs standards, on est capable plus rapidement de créer l'ontologie vitro par la suite, puis celle omics, etc., etc. Donc voilà l'approche itérative que l'on mène. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe en coulisses pour les techniciens, on va dire. Et du coup, dans la plateforme cible de restitution, l'idée, c'est d'avoir une version user-friendly, tout public. Donc après, on s'est aussi intéressé au GraphRag, donc pour poser des questions en langage naturel. Donc on est aux prémices, mais on commence à avoir des résultats intéressants. On a plusieurs manières de faire, donc je vais expliquer les deux méthodes. Au début, on a une question, et après on a deux agents autonomes qui vont essayer de répondre à la question. Donc un agent par Similarity, et un agent qu'on va nommer Sparkle. Les deux vont fournir une réponse. Et on va, grâce à un OLLM, on va prendre la meilleure réponse et on va répondre à cette question. Voilà. Donc là, on a par Similarity, comment ça marche. Donc par exemple, on va poser cette question, « Give me some info about the study, Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on classifie la question pour nous, pour savoir comment y répondre avec l'algorithme. Donc ce n'est pas une question sur un acronyme ou une définition, pour nous c'est de la data. C'est quelque chose à chercher dans le graphe. Donc, une fois qu'on a ça, on va extraire avec un LLM l'élément clé à chercher. Donc c'est E01 test. Et là, on va utiliser un plugin très intéressant de GraphDB qui est la Similarity. Donc il va nous donner le document le plus proche, enfin le plus pertinent, qui contient cette information textuelle. Donc il y a un document effectivement qui existe avec cette information textuelle et on demande à le récupérer. Ensuite, une fois qu'on a ce document, on sait où se situer dans le graphe pour répondre à la question. Et après, on va récupérer le contexte, les nœuds autour, pour pouvoir répondre à la question. Donc, si tu passes au slide d'avant, là, on posait une question sur cette étude. On sait que c'est une question data. Donc, une question data, on se dit qu'on veut chercher loin dans le graphe. Donc, on va récupérer ce qui tourne directement, mais ce qui tourne aussi plus loin. Donc là, l'animal group, on va jusqu'à l'animal. Et là, on donne tout ce contexte au LLM, et le LLM n'a plus qu'à répondre. Bien évidemment, on s'arrête au deuxième degré, parce que sinon, on vient vite à tout prendre, et quand on prend tout, le contexte est énorme, et le LLM ne peut pas répondre, parce qu'il a, il y a une limite de 128 000 tokens. Donc ça, on s'est rendu compte que par similarité, ça marche très bien pour les questions simples, et ça a l'air assez prometteur. Et après, on a des questions plus complexes. Par exemple, le business nous ont donné des exemples de questions. Et là, ça devient très compliqué. Donc nous, on a trouvé plus pertinent, cette fois, d'avoir ces questions, de stocker la requête Sparkle qui va répondre à cette question dans une base de données vectorielle. Donc on a notre base de connaissances, on va dire, pour répondre. Et là, ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand il y a une question qui est posée, on va regarder dans la base de données vectorielle les questions qui ressemblent et avec quelle requête on y a répondu. On va donner ces informations au LLM. Le LLM va digérer tout ça, nous donner la requête Sparkle, si tout se passe bien, parce que là, on est en train d'améliorer ça, mais on a des résultats quand même, qui va répondre à cette question. On exécute la question, on récupère les informations et on vient répondre. Voilà. Donc ça, on est aux prémices de ça, cette deuxième méthode, mais voilà, on est en train de le tester. Donc voilà à quoi ça ressemble, on a fait juste une petite vidéo. Donc c'est un chatbot, hein. Donc on pose la question, donne-moi la target sur l'étude, voilà. Et là, ce qui s'est passé, là derrière, je l'ai fait, c'est la similarity qui marche, il va trouver le bon nœud, regarder autour ce qui se passe, on donne ce contexte au LLM,
Et après, ensuite, il va répondre. Voilà. Donc, sur la target, sur l'étude machin, E01 test, et ben la target, c'est des noms très compliqués sur et ça nous a donné aussi, on a fait le pont avec Campbell, on a les informations Campbell associées. Voilà. Et après, on peut, voilà, donc si on veut aller, on peut changer de question. Donne-moi les infos cette fois juste sur l'étude. Et donc là, ici, voilà, on pose juste sur l'étude et donne-moi toutes les informations que tu as. Et là, il va nous donner les informations sur l'étude. Voilà, donc là, quand est-ce qu'elle a été faite, son code, etc., etc. Donc vous voyez, l'idée, c'est d'avoir vraiment une façon très facile d'accès à l'information qui intéresse le chercheur, soit par une question très ouverte sur un peu prier pour avoir la bonne réponse avec du LLM, ou avec une approche un peu plus guidée et qui permet d'avoir à coup sûr quelque chose de structuré et d'accessible parce que ça a déjà été modélisé et préconfiguré, on va dire, pour que ce soit facilement accessible. Donc les deux approches se valent et elles n'ont pas exactement la même valeur ajoutée, mais les deux se tiennent en fait. Donc pour l'instant, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de permettre les deux approches dans une vision cible qui s'intègre en fait à ce que l'on appelle chez nous la Gen AI Platform. La Gen AI Platform chez nous, c'est quoi? C'est toute cette plateforme que l'on est en train de mettre en place autour de notre stack GCP pour permettre de standardiser toutes ces approches de Gen AI, que ce soit autour d'approches de Gen AI Ops pour le monitoring, l'évaluation des prompt systems, l'amélioration des réponses de LLM, le switch de provider de LLM. Et du coup, la Turing Knowledge Platform est un élément de cette data platform qui interagira à terme avec cette Gen AI Platform. Donc pour nous, c'est vraiment une brique avec un semantic layer qui s'intègre à cet écosystème et la Gen AI va piocher dans ce semantic layer lorsque des applicatifs en auront besoin. Et inversement, on peut chercher directement dans l'interface de cette Knowledge Platform pour éventuellement faire des allers-retours avec cette Gen AI Platform. Donc, ce qui nous intéresse dans ces approches de knowledge graph, c'est le fait que ça augmente significativement, et ça a été prouvé par des papiers de recherche, en général minimum de 30% de l'accuracy de ce que répond un LLM, parce qu'on biaise beaucoup mieux en fait le contexte pour que le LLM ne se trompe pas. Donc il y a beaucoup moins d'inférences dans les réponses que fait n'importe quel LLM par la suite. Ça permet évidemment, vu qu'on rajoute du contexte et on désambigue des concepts sous-jacents présents dans les assets data source, ça permet de lier des choses qui syntaxiquement ne sont pas évidentes à lier les unes avec les autres, mais sémantiquement, c'est la même chose. Donc vu qu'on a rajouté cette désambiguation et cette description sémantique, on est capable de lier des choses qui apparemment sont non corrélées, mais en fait c'est la même chose. Et ça permet, c'est ce que disait Guillaume dans la partie précédente, c'est le volet qui est assez négligé en général dans la partie knowledge graph, c'est la partie logical reasoning. Donc c'est ces fameuses inférences sémantiques, c'est ces fameuses flèches bleues qu'on avait tout au début. C'est vraiment des ponts, des raccourcis qui nous permettent de ne pas dépendre de la syntaxe pour accéder à de l'information qui est disponible immédiatement. Et il y a plusieurs façons de faire de l'inférence. Donc quand on parle de logical reasoning ici, on est plutôt sur le volet descriptif. Si je suis capable d'énoncer une règle métier, elle peut en bénéficier à tout le monde. Il y a aussi éventuellement des logiques de raisonnement plus typées LLM agentique, mais pour l'instant, c'est des choses que l'on n'a pas vraiment explorées. Les challenges que l'on a évidemment dans toutes ces approches-là, c'est évidemment la gouvernance. Parce que ne pas impliquer le métier, c'est modéliser des règles fausses et donner des informations fausses. Et dans la pharmacie, dans tout ce qui est pharma, on est obligé de démontrer la véracité et la faisabilité, enfin la toxicité du médicament, etc. Et il y a beaucoup d'argent en jeu dans le développement d'un médicament. Donc ne pas faire deux fois la même chose, ne pas faire une expérience pour rien, c'est un vrai enjeu. Donc la traçabilité, la gouvernance, être sûr que ce que l'on fait a bien été modélisé avec les bonnes personnes et validé par les personnes qui sont référentes du domaine, c'est clé en fait dans ces approches-là. Il y a aussi une approche de volume. Il ne faut pas tout modéliser parce que le meilleur moyen de faire du volume, c'est soit des technos type big data, soit des types tabulaires, genre du BigQuery, des choses comme ça. Là, on est sur une structure plus à plat, plus graph. Donc, la question du volume est importante.
Il faut vraiment modéliser et intégrer que ce dont on a vraiment besoin pour ne pas faire exploser en fait l'entrepôt lui-même sur la volumétrie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et c'est forcément une approche subjective. Vous voyez qu'on a bien intégré cette notion de Vivo à sa façon de voir la R&D, Vitro a sa façon de voir la R&D, CMC aura sa façon de voir la R&D, l'industrie va avoir sa façon de voir ce que c'est un composé chimique dans le médicament. Pourtant, ils ont des concepts en commun. Donc c'est à nous d'être assez agiles pour faire cette synonymie, pour que tout le monde se parle avec le même langage, peu importe par quel dialecte il parle, est-ce qu'il parle belge, est-ce qu'il parle québécois, est-ce qu'il parle français de la métropole, français au Maroc, je ne sais pas quel pays. Voilà l'idée qu'on a en cible. Donc, approche trial and error, et c'est normal que ces ontologies évoluent indépendamment des sources de données. C'est à nous de gérer ce mapping avec les métiers et leur validation in fine pour que l'ensemble reste cohérent et bien gouverné. Donc c'est vraiment une approche de reuse pour faire moins de queries et trouver plus vite parce qu'on comprend mieux ce que l'on fait. Et à votre disposition du coup pour les questions. Ah, oui. J'avais une question sur la génération de rockets parfois. Est-ce que donc, dans la génération que vous avez fait en test, quel est le pourcentage de réussite que vous avez jamais noté? Pour le GraphRag, c'est ça? Oui. Ouais. Pour le GraphRag, non, on est vraiment au début. C'est celui-là? Mais après, ça dépend tellement du type de question. Si c'est une question simple, là je dis un peu au doigt mouillé, mais je sais pas, ça va être 50-60% de bonnes réponses. C'est parce qu'on n'a pas encore travaillé, optimisé, etc. Et si c'est des questions compliquées, là il a du mal. Mais le fait qu'on utilise maintenant la base de données vectorielle où on prépare les questions et on donne le résultat, apparemment, on s'est rapproché de d'autres équipes qui fonctionnent un peu de cette manière. On s'approche des 70% à peu près. Voilà. C'est vraiment les approches de ground truth qui sont très importantes. C'est la même chose que pour du RAG sur des bases documentaires figées, où il y a des documents dont on doit garantir une véracité et on a un corpus de questions spécifiques. La problématique qu'on a, c'est que dans ce cas spécifique en R&D, les questions sont très étendues et très complexes, et souvent très orientées de data et pas forcément juste concept. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est d'avoir un corpus de documents qui est assez large et en même temps assez précis, pour anticiper un peu tous les cas qui rentrent dans cette ontologie. Sachant qu'on a eu des questions tellement précises que là c'est plus de la BI, enfin là c'est des agrégations de jointures, des évolutions, là ça devient en fait, des fois c'est pas le bon outil. Ouais, voilà, c'est pas forcément vers ça qu'on devrait se tourner. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est Schimilarity, sur des questions simples, ça fonctionne beaucoup mieux. Le taux de succès est assez grand. L'idée, c'est que ça soit la porte d'entrée quand je ne sais pas trop ce que je recherche et que j'ai une question ouverte. Une fois que ma question elle est bornée, fermée, c'est de la BI en fait. Voilà. Vous avez plusieurs LLM Pour l'instant, c'est limité à GPT, mais avec la plateforme cible, comme montré dans le schéma, il n'y aura pas de limite particulière. On fera bien entendu des comparaisons. Et c'est dans la partie GenAIOps, on est en train de créer des outils pour justement bien mesurer ça, avec des approches type LLM as a judge, voilà. Éventuellement qu'un Gemini check ce que fait un GPT ou inversement. Vous avez parlé de limites de votre base graph. Est-ce que vous pouvez caractériser un peu plus? On estime qu'à des dizaines de milliards de nœuds, c'est OK. Des centaines de milliards, ça commence à être limite. Donc c'est ce genre d'ordre de grandeur-là. C'est au niveau de votre infra ou... C'est au niveau du GraphDB lui-même. C'est ce que l'on constate. Donc c'est parce que certains des standards qu'on a dans le cadre de la pharma, type Uniprot, c'est plusieurs gigas et beaucoup de nœuds. Donc voilà, c'est faire des choix, d'intégrer que ce qui nous intéresse dans ces standards-là. Voilà. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, puisque après il n'y a pas vraiment de limite dans la plateforme elle-même. Tout est une histoire d'infra et de sizing, mais à un moment ça devient trop lourd ou trop cher en infra. Voilà. À partir de quand vous avez posé la question de basculer sur des technologies de graph côté serveur? Alors, le besoin initial, c'est Vivo. La feature team Vivo a dit j'ai besoin de contextualiser ma donnée
parce que la donnée d'expérience ne sert pas seule, elle est inutile. Donc tout est parti de là. On s'est cherché pendant une bonne année à en raisonner sur du graphe. Et on a tout repris à zéro l'année dernière pour justement se refocaliser sur le vrai besoin métier. Et ce qui ressortait, c'était que c'était la sémantique qui était la clé et pas la partie graphe elle-même. Et c'est pour ça qu'on est parti sur du GraphDB, des approches Knowledge Graph. Mais on a mis une bonne année avant de trouver la réponse et le vrai besoin qui était exprimé par la R&D. Toute la clé, en fait, était vraiment dans l'identification du business case lui-même. Et c'est vrai, le vrai business case, c'est ça, c'est d'écrire et trouver ce qui m'intéresse. Et tout le reste, de tout ce qui est BI, etc., est fortement lié à bien comprendre le sous-jacent. Voilà. Merci.